Bon, bonjour Federico. Bonjour Arnaud. Merci d'être venu. En tout cas, j'ai cru comprendre que tu viens d'Italie là. Oui, exactement. Je viens de Turin où je suis basé. Et merci pour l'invitation, c'est très sympa. Et voilà, donc je suis arrivé hier à Paris pour l'activité qu'on a ici aussi et suivre les équipes. Voilà. Bon bah c'est bien. En tout cas, on est heureux aussi de t'accueillir dans les locaux à Paris. Écoute, si tu pouvais toi te présenter en 1 minute, et puis d'ailleurs on continue la discussion comme ça. Certainement, avec plaisir. Donc Federico Corsi. Voilà, je suis italien. Le petit accent ne ment pas. 45 ans. Je suis marié. J'ai un enfant de 10 ans et bientôt un deuxième qui est en route. Voilà. On va recommencer. Bonne nouvelle. Exactement. Super nouvelle pour 2025. Et donc moi je suis ingénieur électronique et télécom de formation, Polytechnique de Milan et Télécom Paris. Donc je fais une année ici à Paris, ville que j'ai adorée, voilà, et j'ai l'occasion d'y revenir souvent pour le travail, donc ça fait plaisir. Donc en fait moi j'ai un parcours qui est assez, je pense particulier, spécifique. J'ai démarré dans le monde de l'ingénierie et de l'industrie d'abord dans les semi-conducteurs. J'ai travaillé 4-5 ans chez ST Microelectronics en tant qu'ingénieur, voilà, sur des systèmes de communication sans fil là-dessus. J'ai démarré à Genève, au headquarter, 3 ans à Genève et puis à Milan 2 ans. Et puis c'est par la suite que je suis passé effectivement, j'ai fait le pas effectivement du monde du produit au monde du service et du conseil. En démarrant effectivement une activité de manager au sein du groupe Alten, un groupe français, en Italie effectivement, et donc c'est là que j'ai découvert le métier et puis travaillé dans des contextes surtout industriels, voilà, ingénierie autour de métiers de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, du ferroviaire, biomédical, etc. Et puis en 2009, j'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier Berland, effectivement, cofondateur du groupe Amaris avant et CEO de Mantoux aujourd'hui. Donc Olivier avait auparavant lancé en 2007 Amaris en Suisse, donc groupe suisse, groupe basé à Genève effectivement depuis le début, encore aujourd'hui. Et voilà, donc en 2009, au bout de 2 ans, le groupe avait ouvert 4-5 pays à l'époque, donc la Suisse, la France, la Belgique, l'Espagne et les UK. L'Italie n'existait pas, voilà, d'où le fait de dire bah voilà, il y a une belle opportunité qui s'est offert de créer l'Italie, et donc effectivement j'ai sauté le pas, voilà, pour lancer l'Italie au sein du groupe Amaris, voilà. Et puis ça c'était le démarrage, donc 19 avril 2010 précisément, first day, inoubliable, voilà. Et vraiment l'expérience from scratch avec un bureau de 9-10 mètres carrés tout seul avec le classique téléphone et laptop, voilà. Vraiment l'aventure au début, et puis petit à petit dans le groupe. Effectivement, l'Italie a été ma première mission, quoi, mon premier métier au sein du groupe. De la développer, la diriger, etc. Et puis l'occasion d'avoir plus de responsabilités dans le groupe à l'international, vu que le groupe s'est développé. Aujourd'hui, on a 60 pays. Donc, quand j'avais rencontré Olivier la première fois, au bout de 2 ans, on devait faire 150 personnes, grosso modo. Aujourd'hui, le groupe fait 11 500. Donc, forcément, il y a un petit parcours qui a été fait. Et voilà, dans le temps, j'ai pu évoluer. Et depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, de janvier 2022, j'ai repris effectivement la fonction de direction générale au sein d'Amaris Consulting, donc CEO d'Amaris depuis bientôt 3 ans. Et ben ça fait une belle histoire. Merci. Et cette rencontre avec Olivier, ça s'est fait comment? Ça s'est fait en Italie? Oui, ça s'est fait en Italie. Il a pris sa voiture, il est venu me voir à Milan. On a déjeuné ensemble, voilà. La connexion, ça s'est fait par du réseau qu'on avait. Oui. Et puis effectivement, on s'est vu à Milan, on a échangé, on a discuté. Et je pense qu'il y a eu une très belle connexion instantanée qui s'est créée. Je me rappelle une question que je lui ai posée, et je lui ai posé une question qui m'a tout de suite donné la couleur en fait de l'ADN du groupe. Et en fait, j'ai posé la question qui était tiens, pourquoi tu veux ouvrir l'Italie aujourd'hui? Et lui, il m'a répondu tu sais, en fait, moi, je veux pas ouvrir l'Italie. Donc réponse qui m'avait un peu dérouté, parce que je dis bon, du coup qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on fait là en fait, voilà. Et puis il m'a dit non, en fait c'est pas un fait en soi, mais en fait nous on aime lancer des pays, lancer des équipes quand on rencontre des gens
avec qui on sent qu'il y a une connexion, on peut faire quelque chose ensemble, qu'on a le plaisir de travailler, qu'on a le plaisir d'accompagner, de coacher ou voilà. Et donc c'est vraiment l'ADN du groupe. Donc accompagner souvent des jeunes, hein, parce que l'histoire du groupe s'est faite avec beaucoup de jeunes qui ont rejoint le groupe avec un coaching important et un accompagnement important. Et donc c'est une réponse qui m'a beaucoup plu. Je dis voilà, donc voilà. Donc le plaisir de l'avoir rencontré, de voir qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble et à apprendre aussi pour ma part et mutuellement. Et donc c'était voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, et puis après le virus entre guillemets s'est propagé parce que toi on va y revenir, mais t'as été à l'initiative au-delà de l'Italie de plein d'ouvertures d'autres pays pour Amaris. Donc oui, effectivement. Donc en fait l'idée la première step c'était un peu l'entrepreneuriat. Donc en fait la volonté de démarrer quelque chose à nouveau from scratch, c'était aussi un petit peu un défi. Hein. J'avais 29 ans, je me suis dit bon, c'est une belle aventure. Quoi qu'il arrive, que ça marche pas, que ça marche moins, ça sera une voiture incroyable et j'apprendrai plein de choses. Donc ça c'était un moteur important pour moi. Un autre moteur important pour moi, c'est le fait de le faire, en fait, on le dit souvent, un lancement d'une entreprise, une aventure, c'est une aventure humaine. Et pour moi, ça l'a été parce qu'en fait, c'était une co-lancement, co-fondation avec un associé italien, Alberto, avec qui on avait envie de créer quelque chose en nous, en fait. Et puis, en rencontré Olivier, on s'est dit qu'en fait, c'était super de le faire ensemble avec le groupe à l'époque. Et donc, c'est une histoire aussi, l'entrepreneuriat, une histoire d'amitié, voilà, qui s'est transformée en une sorte de voyage professionnel qui nous a accompagnés avec le groupe, effectivement. Et puis, effectivement, ce que les fondateurs du groupe avaient fait avec nous, ou ce que les fondateurs avaient fait avec les premiers dirigeants du groupe Amaris à l'époque, hein, Mantou est arrivé quelques années plus tard, on va peut-être y revenir. Oui. En fait, dans le temps, moi, on l'a reproduit par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, une fois démarré notre pays, notre scope primaire, voilà, on a commencé dans le temps, moi, je commençais en 2013, à lancer d'autres pays et donc à recruter, identifier sur différentes zones, en fait, des gens qui, comme nous, auraient pu effectivement s'associer avec le groupe et puis démarrer les activités. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai eu la possibilité de lancer plusieurs pays. Donc, la Roumanie, c'était mon premier. Après, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, voilà. Un peu plus tard, la Colombie, le Chili, et voilà. Et donc, c'est un peu l'histoire. Et des fois, dans l'histoire du groupe, en fait, les premiers lancements, dans la première phase de développement, c'était surtout avec des gens qui sont arrivés, rentrés dans le groupe avec une connaissance des pays dans lesquels ils avaient déjà évolué ou vécu des initiatives ou des métiers un petit peu proches ou similaires. Et puis, par la suite, en phase 2, en fait, très souvent, on a lancé des pays grâce, en fait, à des talents qui étaient déjà chez nous et qui nous ont rejoints en tant que stagiaires, jeunes diplômés ou VIE dans nos pays déjà existants, que ce soit l'Italie, la Suisse, la France, l'Espagne, etc. Et qui avaient envie de vivre un petit peu ce que nous, on avait vécu 2, 3, 4 ans plus tôt. Et donc, en fait, c'est grâce à eux aussi qu'on a pu lancer des pays comme justement le Chili, la Colombie. Dans mon cas de figure, c'était avec des mobilités internes, avec des gens qui avaient cette initiative, cette volonté. Mais on a lancé pareil le Canada, la Chine, etc. Donc, ça fait partie de l'histoire du groupe et voilà. Et c'est ce qui nous a permis d'évoluer et grandir tous ensemble et puis découvrir plein de choses, faire des choses sympas, apprendre de nos erreurs, comme souvent c'est le cas, surtout quand on découvre l'international. Et avec une aventure toujours aussi passionnante. Oui, c'est clairement l'ADN d'Amaris puis de Mantou d'avoir une empreinte internationale aussi globale. Et du coup, c'est intéressant. Est-ce que toi, la manière dont tu as ouvert les pays, est-ce que c'était la même manière dont l'a ouvert Olivier avec l'Italie? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment du feeling où on va trouver la bonne personne et puis peu importe, on va dire, les conditions économiques du pays, enfin, peu importe, entre guillemets. Oui. Ce qui compte plutôt, c'est la rencontre avec la personne et être sûr que cette personne va lancer. Est-ce que ça s'est fait comme ça aussi pour les pays que tu cites, le Chili, la Côte d'Ivoire, etc., ou il y avait quand même plus de notions de quel est le marché là-bas? Oui. En fait, il y a certains pays dans lesquels on connaît beaucoup, on connaît très bien le monde du conseil et le métier des services en général sont bien développés dans tous les pays qu'on connaît bien en Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, effectivement, la Suisse, la Belgique, etc. On sait que
On a un marché concurrentiel, il y a plein de concurrents, donc on sait que le marché est là. Après, la question c'est, est-ce qu'on va être capable de se développer du coup et de se différencier, d'avoir un ADN qui fait que, pourquoi une de plus? Et est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que les clients vont nous faire confiance? Est-ce que les talents, les candidats vont avoir envie de nous suivre ou de nous rejoindre? Voilà. Et puis il y a des pays effectivement qui étaient un peu plus lointains de notre connaissance, sensibilité. Et donc ça s'est fait avec différentes initiatives. Des fois c'était l'initiative de nos employés qui nous disaient écoute, moi je veux viser sur le Chili parce que je sais, parce que je connais un peu, parce que je me suis informé. Donc des fois c'était nos mêmes équipes qui pré-mâchaient un bout de travail, études marché avec concurrentiel. Voilà, il y a des concurrents qui sont présents, ou alors oui mais pas tout à fait. Donc il y a un marché mais qui est pas mature. En revanche, les clients sont preneurs. Il y a des opportunités là-dessus parce que certains de nos clients d'aujourd'hui sont également installés là-bas. Voilà. Donc, on n'a pas la même réponse pour tous les pays, mais dans certains pays, effectivement, on a ouvert des pays pour suivre un client ou plusieurs clients qui avaient des opportunités. Ça arrive souvent, ça. Ouais, ça c'était. Je l'ai vu avec TNP, Meritis. Souvent, ils me disent, on suit les clients et puis d'ailleurs, on se développe. Mais exactement. Par exemple, en ce moment. Le prochain pays qu'on va lancer, c'est vraiment le Pérou. Voilà, on étudie l'opportunité qui est assez concrète. Et effectivement, si on lance le Pérou, on le lance parce qu'on a beaucoup de requêtes des clients qu'on accompagne déjà en Colombie, au Chili, au Brésil, qui ont souvent également des budgets régionaux pour ce qui concerne l'Amérique latine, par exemple. Ça marche souvent en Amérique latine, mais en Asie, c'est un peu similaire aussi. D'accord. Et donc là, voilà, quand ils demandent, tiens, voilà, est-ce que vous arrivez à nous suivre? On ouvre des référencements globaux pour la TAM, et donc on privilégie les entreprises qui peuvent nous assister, nous accompagner sur plusieurs pays. Et bien c'est souvent aussi quelque chose ça correspond à notre ADN. Au même temps, on a des opportunités clients qui fait que l'investissement est en quelque sorte tout de suite un peu plus maîtrisé, voilà, plutôt qu'y aller vraiment en mode à l'aventure. Et donc on aime bien. Et dans notre cas, en fait, non, c'est vraiment des opportunités avec quelque chose qu'on aime aussi, qui fait partie de l'ADN du groupe, c'est rencontrer des candidats, parler avec des gens, et avec des idées qui peuvent sortir des fois non attendues, unexpected, comme on dit en anglais. Et il y a des choses qui peuvent se lancer, comme par exemple la Côte d'Ivoire qu'on a lancé en 2016 de mémoire, avec effectivement une personne qu'on a rencontrée, avec Damien, qu'on a rencontré dans un parcours candidat en France, voilà, il travaillait en France, et puis de par sa situation familiale, etc., voilà, il y avait une idée, une aventure qui voulait se créer, donc je dis écoute, je connais pas, présente un BP, présente ta vision, etc. On a partagé ça, on l'a affiné, et puis ça s'est fait. Voilà. Ah, c'est bien. Et tu parlais justement de la dimension coaching, elle est très forte chez vous. C'est-à-dire que vous avez des coachs en interne pour accompagner les personnes qui ouvrent des pays comme ça, ou même les autres. Hein. Oui. Alors effectivement, la notion de recruter, en tout cas, ce qu'on appelle, en fait, on cherche à recruter les meilleurs que nous. Voilà. On a une vraie culture de recruter les meilleurs talents. On a une vraie culture de recruter des jeunes, voilà, avec beaucoup de relations écoles aussi pour essayer d'aller se connecter avec cet écosystème et qui est toutes les entreprises, ça. Et donc c'est vraiment une quête importante, celle-là. Et donc recruter, et puis avec des parcours d'accompagnement, de coaching qui sont vraiment très structurés, voilà, avec des formations à la fois qui sont des trainings, avec des modules au sein de notre académie qu'on a développé depuis le jour 1. C'est pas quelque chose qui s'est mis en place au bout de quelques années, mais vraiment depuis le jour 1, où on avait une académie de formation pour nos équipes, à la fois les équipes managériales, business, commerciales, et de gérer les équipes, les BU, etc. Mais également, et ça dans le temps surtout, sur les métiers techniques, sur nos experts, sur nos consultants, avec nos ingénieurs, voilà, sur des formations plutôt de type technique ou soft skills et dans les métiers du conseil. Hein, c'est pas juste être un expert technique, mais il y a également toute la partie forcément relationnelle avec le client, interaction, accompagnement et puis communication. Beaucoup, hein, notre métier, c'est beaucoup d'écoute à la base et puis essayer de proposer la meilleure solution pour nos clients. Et voilà. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres qui parlent pas mal. Donc, le groupe
Amaris qui s'est transformé en Mantoux en 2019. Aujourd'hui, donc, on est passé en 17 ans de 0 à 11 500 personnes, essentiellement avec la croissance organique, très très peu d'acquisition. 96% croissance organique et 4% acquisition. Voilà. Ce qui est énorme. Et donc, le recrutement, c'est vraiment ça a toujours été notre force, notre moteur essentiel. Et aujourd'hui, le 70% de l'équipe dirigeante au niveau de Mantoux, tout département confondu, que ce soit les opérations, le delivery, le business, la direction générale, la finance, le marketing, les HR, recrutement, etc., c'est issu des gens qui sont rentrés chez nous au first level, voilà, en tant que stagiaires, effectivement, VIE, jeunes diplômés, et qui aujourd'hui représentent effectivement l'équipe dirigeante du groupe. Donc on croit beaucoup à la force du recrutement et on croit beaucoup, on fait notre mieux, en tout cas pour tout ce qui est l'accompagnement, la transmission, essayer de faire en sorte qu'en fait le plus vite possible on arrive à passer nos responsabilités à quelqu'un qu'on a formé et avec la croissance que le groupe a fait et qu'Amaris du coup a fait aussi, ça permet en fait des enjeux on en a tout le temps. Un nouveau pays qui se lance, une nouvelle initiative à suivre, une transformation d'organisation, etc. Donc en fait, on n'a vraiment pas peur de s'ennuyer parce que du coup, c'est bien de passer le relais à nos équipes et ce qui permet aussi en fait de se libérer du temps pour aller lancer ou suivre des initiatives différentes et d'autres opportunités avec des acquisitions aussi. C'est un élément dans lequel quand ça arrive, on y passe pas mal de temps et c'est important aussi. Et justement, tu parles du recrutement. Est-ce qu'il y a des critères, toi, qui sont très importants au vu de l'ADN fort de Mantoux sur l'international, confiance aux jeunes, etc. Est-ce qu'il y a des critères ou des choses que tu regardes vraiment avant de recruter et qui sont très importantes pour toi et peut-être différentes du reste du secteur? Oui. Écoute, aujourd'hui, Amaris Consulting, c'est 7600 personnes dans 60 pays. On a plus que 110 nationalités au sein du groupe. Voilà. On a une structure, on y reviendra plus tard peut-être aussi sur la partie comment le groupe s'est construit, comment s'est développé avec des hubs pour toutes nos fonctions corporate en fait qui supportent les business, les opérations et les pays. On a 11 hubs aujourd'hui autour du monde, vraiment qui vont de Medellín en Colombie à Ho Chi Minh City au Vietnam, à Wuhan en Chine, à Tunis, Barcelone, Bucarest, Cape Town, l'île Maurice, etc. Donc en fait, on a une culture qui est fortement internationale, mais pas tellement dans le fait d'être présent dans plusieurs pays, mais vraiment dans le fait qu'au quotidien, on travaille tous les jours avec des équipes qui sont distribuées partout dans le monde. Donc on a un sujet de multiculturalisme en fait qui est très 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 important. Et ça impacte beaucoup. Ça impacte dans une relation ou dans n'importe quel meeting dans lequel chaque pays, chaque culture a sa façon de réagir, ses mœurs, ses habitudes, etc. Le management multiculturel, c'est un enjeu passionnant parce qu'on apprend énormément. Mis à part le fait que si on aime voyager, si on aime découvrir les cultures, la gastronomie, la richesse en fait culturelle, c'est hyper intéressant. Mais au-delà de ça, il y a aussi vraiment un côté en tant que manager, on apprend énormément et on s'affine, on s'améliore et voilà. Et donc dans le recrutement en fait, forcément l'anglais pour nous c'est une requirement qui est fondamentale. Si on aime les langues chez nous, on n'a qu'à s'amuser, grâce j'ai quelques notions d'espagnol par ma vie étudiante, etc. Et en travaillant avec les équipes de l'Espagne et puis de l'Amérique latine, j'ai eu l'occasion de l'améliorer, d'apprendre beaucoup d'eux. Donc voilà, si on est passionné par les langues, on a de quoi c'est un atout supplémentaire pour un process de recrutement. Complètement. En fait, quand on arrive à travailler avec les gens, que ce soit les clients aussi, attention, parce que c'est pas que de l'interne, évidemment. Quand on parle avec les clients, on a la possibilité de s'adresser dans leur langue. Forcément, la communication, la connexion se fait beaucoup plus simple. Mais sinon, effectivement, l'anglais, c'est la langue essentielle au sein de l'entreprise. On fait beaucoup attention effectivement à ces côtés de soft skills aussi et de appétence à interagir dans un contexte international et multiculturel. On cherche avant tout, au-delà des compétences et des expertises qu'on peut tous avoir étudier dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce ou de chacun dans sa marketing, dans sa spécialité. On cherche surtout des gens qui correspondent un peu à notre ADN,
qui est un ADN d'entrepreneur, voilà, un ADN qui demande en fait aux équipes de ne pas exécuter, voilà, des tâches, des consignes, des rôles, mais vraiment de nous aider à challenger ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on le fait, et du coup permettre d'avoir cette évolution continue au sein de l'entreprise pour transformer nos modèles d'organisation, nos procédures, nos process, nos éléments. Et donc, on cherche beaucoup dans cet ADN entrepreneurial des gens qui ne se satisfaisent pas d'implémenter un rôle, mais qui aillent vraiment le construire, l'interpréter pour pouvoir effectivement transformer. Parce que aussi, on a une entreprise qui, quand on fait une croissance de ce style, forcément, le fonctionnement de l'entreprise varie et évolue beaucoup dans le temps. On ne gère pas une entreprise de 0, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10 000 de la même manière. Donc cette fraîcheur aussi intellectuelle, cette habitude à s'habituer, à évoluer et à changer, c'est quelque chose qui est très important dans nos recrutements. Et voilà. L'engagement des dirigeants aussi, c'est important. En fait, on croit beaucoup que le fait qu'un dirigeant soit involved, tu m'aides en français, qu'il soit engagé. Merci. Qu'il soit engagé effectivement dans le processus de recrutement, c'est quelque chose qui peut parler beaucoup parce que ça va donner aussi, et en plus en moyenne, envie, je ne l'ai pas dit, mais quand je dis que 70% des équipes dirigeantes au sein du groupe, c'est des gens qui ont démarré leur carrière chez nous, l'âge moyen du groupe est assez jeune aussi. Donc, en fait, quand tu as en face de toi quelqu'un qui a une responsabilité importante, qui couvre un périmètre, etc., ça donne aussi une image miroir au candidat et qui, du coup, peut se dire, dans 4, 5, 6, 10 ans, voilà, cette personne a réussi. Tu sais l'âge moyen à peu près du groupe Écoute, on la suit. Alors, ça dépend les fonctions. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 35, 36 ans. D'accord. C'est l'âge moyen du groupe. Oui. Je n'ai plus en tête le chiffre précis, mais c'est dans l'ordre de grandeur. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et après, sur le positionnement d'Amaris, moi, j'avais une question. Oui. Par rapport au groupe Mantoux, justement, comment Amaris se positionne en termes de type de mission et de secteur d'activité d'excellence. Et notamment, il y a quelque chose qui est très schématique. En France, on sait qu'on split souvent les entreprises de conseil et les ESN. Très schématiquement, c'est un peu bête et méchant, mais on dit le conseil, il livre plutôt des slides et des analyses. Les ESN, plutôt des plateformes digitales. Voilà. Dire comment est-ce que Amaris se positionne là-dessus par rapport au groupe? Excellente question. Alors, en fait, tout est né en fait en 2007 avec Amaris, effectivement. Donc, Amaris Group a été fondé à Genève. On est un groupe suisse, comme on disait. Et la Suisse first. Après, on a ouvert plusieurs pays assez rapidement. Voilà, oui. On a cherché assez rapidement l'international parce qu'on se disait aussi qu'une entreprise qui naît dans ces années, il faut que ce soit tout de suite rapidement international. Sinon, les plus gros clients, les plus gros donneurs d'ordre sur des projets transverses internationaux, on n'aurait pas eu accès. Voilà. Oui. On s'est structuré rapidement dans ce sens-là, et on s'est structuré rapidement dans ce sens-là grâce aussi à un de nos valeurs fondateurs, effectivement, au-delà de l'indépendance, mais peut-être on y reviendra par la suite. Indépendance financière qui est très importante, on n'est pas coté en bourse, oui. On n'a aucun fonds d'investissement externe, le 100% du capital en fait de l'entreprise et du groupe, que ce soit Amaris ou Mantoux, est interne à l'entreprise et dans les mains des fondateurs, oui. de l'équipe dirigeante, de management et des employés. Aujourd'hui, le 30% du capital du groupe est ouvert aux employés, dans les mains des employés. Donc, on y croit beaucoup aussi dans cette partage des valeurs. Donc, l'indépendance est un valeur fondateur, et un des deuxièmes, effectivement, c'est le fait de créer toutes les fonctions corporate au support des opérations et du business et voilà, localisées dans des hubs, comme on l'a dit tout à l'heure. Le tout premier était à Barcelone, quand on était essentiellement centré sur l'Europe occidentale dans les premières années. Barcelone était notre seul hub. Et qui t'a aidé à lancer l'Italie d'ailleurs, à recruter des gens. Complètement. Dit, Exactement, tout à fait. Quand j'étais
dans mon fameux bureau, un premier bureau magnifique que j'adorais, qui était vraiment très très simple, attirant, et on a vécu des histoires là-bas. Voilà, j'avais effectivement mon premier responsable financier et ma première recruteuse, qui était elle basée à Barcelone, et avec qui voilà j'avais un contact quotidien, etc. Donc en fait, le fait de localiser les fonctions corporate, le recrutement en premier est très important, surtout quand on fait nos métiers, on doit démarrer avec une croissance organique forte. C'est crucial. Tout se localiser au même endroit. En fait, ça a été une force pour le groupe, parce qu'en fait, en localisant ces équipes au même endroit, c'est des équipes qui ont grandi dans le temps, 20, 30, 40, 50, 80 personnes. Quand on allait à Barcelone, au 6e étage, c'était l'étage du recrutement. On avait en face à nous 80 personnes, c'était vraiment la tour de Babel, quoi. Ça parlait toutes les langues en fait, l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, et ces équipes donc supportaient les opérations, le business, le delivery dans tous les pays. Donc ça permettait de partager les mêmes process, de développer dans le temps et faire évoluer les mêmes procédures, méthodologies, de les capitaliser, favoriser l'onboarding des nouveaux talents qui rejoignaient les équipes. Absorber des fois ceux qui partaient, c'était plus facile parce que voilà, et ça permettait aussi de rendre ce support dynamique, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné il y avait une opportunité business importante que moi ou un autre collègue on pouvait avoir, et ça permettait aussi de adapter ce support sur mesure, et éventuellement de faire en sorte qu'il y avait une équipe de 10-15 personnes qui travaillaient sur nos besoins pendant 3-4 jours plat ventre. Parce qu'en fait, on avait un gros deal à essayer de formaliser, de signer ou à construire. Et ils travaillaient uniquement sur le recrutement ou même sur du légal, toutes les fonctions contractuelles? Toutes les fonctions corporate, en fait, sont localisées dans nos hubs, voilà, et constituent vraiment le réacteur du support au business. Et évidemment, quand un pays fait de la croissance et évolue, il y a également des fonctions qui sont localisés dans le pays, l'office management forcément, on le fait pas à distance. Côté HR, on a du support local, l'accompagnement pour dans la gestion des talents, des équipes, l'évolution des carrières, la formation, etc. Donc on a des fonctions qui sont forcément localisées. Mais après, on a beaucoup aussi qui sont en mode backstage, voilà, qui peuvent produire dans nos hubs. Du coup, il y a de l'IT, légal, RH. IT, légal, marketing, RH, finance, la partie comptabilité, contrôle, gestion, toute la partie audit et compliance aussi. Voilà, tout. Recrutement, on a toutes les fonctions corporate. Et du coup, Amaris Group a créé effectivement cette structure. Et donc, au fur et à mesure que les années passaient, on commençait à être international, être dans 15, 20, 25 pays. Et en fait, cette force qu'on avait construite, cette structure qu'on avait construite pour nous-mêmes, a commencé à être très intéressante aussi pour d'autres entrepreneurs, pour d'autres startups ou business qui, du coup, pouvaient chercher soit à accélérer leur internationalisation, soit à se disrupter un petit peu en travaillant avec les gens qui pouvaient les challenger un peu sur leur modèle d'organisation, de business, commercial, etc. Et donc, le groupe Amaris a commencé à se nourrir aussi et à rajouter des briques à la brique principale initiale, qui était celle d'Amaris Consulting encore aujourd'hui, c'est-à-dire le métier du conseil en IT, en service en digital, en ingénierie, en pharma et en télécom. C'est notre 4 métiers essentiels encore aujourd'hui. Et donc, en construisant un groupe qui a commencé soit à lancer de nouvelles marques en mode intrapreneurial, comme on l'avait toujours fait là-dessus, comme par exemple Portalia, qui fait en France du portage salarial, et c'est à l'initiative de quelqu'un effectivement qui était chez Amaris et qui a lancé cette idée de lancer ce business parallèle, effectivement, ou d'autres marques qu'on a pu effectivement racheter au cours du temps, comme Little Big Connection, qui est pas mal connu en France, Women, Novelab, avec d'autres effectivement business. Et donc en fait en 2018-2019, en fait effectivement Amaris Group était commencé à être un écosystème de plusieurs brands, plusieurs marques, et c'est là qu'on a lancé effectivement une initiative, un projet de transformation de l'identité du groupe. Donc en fait Amaris Group s'est transformé en Mantou, qui veut dire conseiller en sanskrit en fait, voilà. Et donc Mantou a repris en quelque sorte la legacy effectivement du groupe Amaris, effectivement. Donc Mantou étant un écosystème de plusieurs brands, plusieurs marques, dont Amaris Consulting effectivement est
le premier brand le plus historique et encore aujourd'hui d'un point de vue de volume effectivement 7000 sur 11000 à peu près. Exactement. Donc c'est le gros paquebot de Mantoue. Ouais, exactement. C'est 7600 personnes côté Amaris Consulting et 11500 côté Mantoue. Et donc effectivement, donc ça c'est un peu la relation entre Amaris et Mantoue. Effectivement au sein de Mantoue, plusieurs marques qui collaborent pas mal aussi entre elles, parce qu'il y en a quand même pas mal de synergies à activer sur nos grands comptes notamment, etc. Et c'est d'ailleurs une démarche qu'on active pas mal et qu'on pousse pas mal aujourd'hui aussi, effectivement. Et donc effectivement, Mantoue a repris l'écosystème global, et donc Amaris Consulting, en quelque sorte, nous on s'est un peu recentré, voilà, sur nos métiers primaires, effectivement historiques, qui sont ceux du conseil en IT, ingénierie, etc. Donc effectivement, là c'est notre positionnement, et on fait des métiers très différents parce qu'effectivement on est, comme on disait, dans 60 pays et on adresse ils vont du digital assez classique, des systèmes d'info, etc. Mais on implémente également les métiers de l'industrie de l'ingénierie, donc vraiment en travaillant sur les produits, que ce soit l'ingénierie électronique, mécatronique, la production, etc. Les métiers de la pharma également, et puis les métiers des télécoms. Voilà. Évidemment, l'IT, c'est une socle, voilà, tout type de boîte a des systèmes d'info, des projets de digitalisation et d'IT. Et puis, on est capable aussi de rentrer dans le produit même de nos clients. Et ça qui fait aussi tout l'intérêt, je trouve. Donc, multimétier, multi-pays, pour le coup, voilà, et multisecteur. D'accord. Ça permet effectivement d'adresser des clients qui appartiennent à des secteurs industriels complètement différents, voilà, de la banque finance au retail, au transport, à l'énergie, voilà, au domaine pharma, life science et biomédical. Et voilà, aux médias et communication, et voilà, donc ça déjà au sein d'Amaris Consulting, et évidemment avec Mantoue adresser encore plus effectivement tout un cycle de projets qui vont de l'accompagnement des stratégiques, vraiment un conseil haut niveau des grands patrons du CAC 40 avec du positionnement de marque, mission, valeur et sens, effectivement, avec Women qui accompagne effectivement là-dessus. Sur la stratégie de crise. Exactement, aussi, effectivement. Ils font beaucoup d'accompagnement en gestion de crise, et pour des entreprises, effectivement, des grosses entreprises qui sont pas mal exposées aussi d'un point de vue médiatique. À toute la partie de transformation aussi des modèles de collaboration avec les talents et les équipes, Future of Work, avec du Little Big Connection, du Portalia, effectivement. À toute une partie, la practice Digital Marketing Experience, dans laquelle on retrouve effectivement Novelab, donc studio de production média spécialisé dans les sujets de AR, VR, etc. Ils ont gagné beaucoup de prix d'ailleurs aussi pour la production au Festival de Cannes, Festival de Venise. Donc ils ont des compétences très très pointues là-dessus. À Arneo Consulting, effectivement, donc agence digitale qui vient d'une acquisition, effectivement, tout comme Novelab d'ailleurs là-dessus. Et puis voilà, donc plusieurs marques, et puis la practice technologique qui est effectivement le paquebot un peu plus important, dans lequel on retrouve effectivement Amaris Consulting et Valuement, qui fait de l'audit financier, du profit recovery, entre autres, comme basé beaucoup sur la data et l'IA, effectivement, en plus là-dessus. Donc ça, c'est l'écosystème en tout, et puis effectivement, dans lequel Amaris Consulting s'encadre. D'accord, donc Amaris Consulting, bon, c'est beaucoup diversifié, notamment via ses croissances externes. Et du coup, si je reprends ma distinction très schématique entre produire des plateformes digitales telles une ESN et produire plutôt des analyses de marché avec du sliding tel qu'un cabinet de conseil. En fait, il y a sur les deux, il y a une composante plus prépondérante que l'autre. Il y a des activités qui touchent effectivement l'approche plutôt métier, fonctionnel, etc. au sein d'Amaris, certainement. Tout comme en fait accompagnement à la prise de décision, etc. Voilà. Par exemple, dans notre practice EMA, Health Economics Market Access, c'est une verticale effectivement sur la partie pharma, et c'est des études statistiques, mathématiques, basées aussi sur des données effectivement cliniques, voilà, pour accompagner nos clients, donc les boîtes pharmaceutiques, sur la prise de décision par rapport au fait de pénétrer ou pas un certain marché, un certain pays,
avec un médicament ou un vaccin, avec aussi tout un support à une politique de prix et pricing, etc. Il y a toute une phase. Donc il y a beaucoup d'activités chez nous. Donc on fait des activités purement digitales, implémentation, soft dev, implémentation, intégration dans l'ERP, dans les systèmes, etc. Oui. Tout comme des projets complètement différents. Style celle de la pharma ou du CRO, voilà, clinical trial aussi, c'est quelque chose qu'on fait là-dessus. Tout comme en fait travailler sur par exemple le système de récupération de l'énergie dans le système de freinage d'une voiture de Formule 1. Voilà. Avec des ingénieurs électroniques qui travaillent sur du contrôle moteur, contrôle électronique, etc. Donc vraiment l'éventail des projets. Ouais, quand des ingénieurs, des consultants chez nous se retrouvent en soirée de fin d'année et discutent ensemble, voilà, il y a du vécu différent. Il y a du vécu différent et c'est assez marrant. C'est l'intérêt d'être dans une boîte multi-pays, multi-secteur. Complètement, effectivement. Et effectivement, tout ça, c'est avec évidemment, croissance organique, on disait 96% c'est croissance organique et que 4% croissance externe. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Oui. Parce que même si effectivement, parmi les brands que j'ai cités, côté Mantoux, il y en a pas mal, comme Revive aujourd'hui, qui fait de l'événementiel, qui fait partie également de la practice expérience que j'ai cité tout à l'heure. Il y a beaucoup de ces entreprises qui sont issues d'une acquisition, effectivement. Mais c'est vrai que quand ils nous ont rejoints, c'était très souvent des entreprises assez petites, voilà. Et puis après qu'ils ont fait leur démarche aussi de croissance organique au sein du groupe, comme c'est le cas de LB, effectivement, qui a fait une très grosse croissance. Et sur l'indépendance financière, tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de cabinets de conseil, je trouve, qui ont recours à des fonds d'investissement, des fonds de private equity pour lever de la dette, aller plus vite. Oui. Oui, c'est une valeur cardinale, c'est-à-dire que en fait, vous voulez être... c'est quoi le rationnel derrière? C'est que vous voulez être autonome sur toutes vos décisions et vous avez suffisamment de croissance organiquement pour vous passer de fonds d'investissement extérieurs, c'est ça Écoute, c'est pas tellement une question de vouloir faire seul. C'est plutôt une question d'être maître de ses propres décisions, essentiellement. Quand une boîte elle est cotée en bourse, voilà, il y a des rythmes qui sont imposés par le marché boursier, par les organes de contrôle, les communications financières trimestrielles, etc., qui font que des fois les décisions dans l'entreprise non pas ça, exactement en fait, plutôt que être prises pour le bien de ses propres clients, de ses équipes, c'est comme en politique, des emplois, etc., ou de ses talents, c'est fait parce que il faut absolument qu'on gagne, je dis n'importe quoi, mais le 0,5% de BT, il faut, parce que sinon en fait le titre, voilà. Il nous est arrivé effectivement, par exemple, je citerai pas les noms, mais dans des processus d'acquisition, voilà, de rencontrer des entreprises, voilà, dans différents pays qui faisaient partie de grands groupes et qui étaient en vente. Mais en fait, ils étaient en vente et quand tu vas les rencontrer et discuter avec eux, ils disent on comprend pas. Ici, on comprend, mais en fait, nous, on a du business, on a des clients, mais les maisons mères, en fait, nous empêchent de signer des deals. Veut pas qu'on ouvre un compte, veut pas qu'on gagne, veut pas qu'on recrute. Avant telle date. Et pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être 2-3 ans plus tôt, dans le plan stratégique à 5 ans, le groupe Maison Mère avait dit que ce secteur spécifique n'était plus stratégique et eux, ils appartenaient à ce secteur. Et donc, d'un point de vue de résultat là-dessus, si cette boîte faisait de la croissance, ça aurait donné une image, une direction différente de celle de la stratégie annoncée par le board ou le CEO 2 ans plus tôt. Et donc, en fait, ce que le groupe avait à gagner en termes sains de business, de profitabilité, de PNL, en fait, tu vois, de construction de quelque chose avec ses équipes et ses clients là-dessus, était moins important que le risque que le titre s'écroule. Parce qu'en fait, le marché les dit, tu vois, ils savent pas où ils vont. Ils annoncent A, ils font B. Donc, en fait, voilà. Et dans les fonds d'invest, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu différent. Mais voilà, un fonds d'investissement, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ça permet d'injecter de la liquidité facilement, ça permet de faire des investissements, d'aller vite, etc. Il n'y a aucun problème. Mais il est vrai qu'il y a quand même des cycles. Il y a des cycles de 2, 3, 4 ans, etc. Et très souvent, les fonds d'investissement font pas le métier qui est le nôtre, celui des entrepreneurs. Et du coup, pareil, il peut y avoir des décisions qui peuvent être à un certain moment prises ou drivées par d'autres intérêts autres que le bien de nos clients et le bien de nos employés. Donc, effectivement, en ayant vécu
surtout les fondateurs du groupe à l'époque, ces éléments-là auparavant dans leur vie précédente, en ayant vécu ces points de friction, ils ont dit voilà, on veut créer quelque chose et on a construit le groupe pour essayer de le rester indépendant. Voilà, donc forcément tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour essayer effectivement de supporter notre croissance de manière autofinancée. Avec évidemment, on a des partenaires aussi bancaires, etc. Et ça. Mais en fait, être seul pour pouvoir garder cette disponibilité, cette possibilité de prise de décision, un bon père, un bon mère de famille, voilà, pour notre bien et celui de nos clients, en ayant également la liberté, par exemple, d'ouvrir effectivement des plans de participation aux employés comme on a fait, comme je te citais. Ouais, 30%, c'est assez, ça détonne sur le marché. C'est vrai qu'on a. Ouais. Je vois pas énormément de boîtes de conseil ESN qui a un actionnariat salarié aussi fort. C'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup, effectivement. Et je voulais élargir un peu la discussion, aller sur plutôt le sur le marché conseil ESN maintenant. C'est quoi toi et l'avantage en fait de Mantoux et de t'avoir aussi en tant que responsable d'Amaris, c'est que t'en es dans plusieurs pays, t'arrives probablement à sentir aussi le business et le contexte économique du marché du conseil dans ces différents pays. C'est quoi ton ressenti actuel sur le marché du conseil en 2023-2024 ? T'as l'impression que c'est dynamique ou plus dynamique dans certains pays que dans d'autres, ou sur certains secteurs que dans d'autres ? Écoute, il y a en ayant l'opportunité de baser sur autant de pays, en fait, limite presque, j'aurais une réponse dédiée, spécialisée et différente pour chaque contexte et chaque pays. Il est évident. Il peut y avoir des tendances un peu globales, hein, comme je pense que si je commence à dire du style, bah voilà, il y a eu le Covid, voilà. Donc en 2020, ça dépend. L'ingénierie, l'industrie, par exemple, nous on avait pas mal souffert, hein, parce que là pour le coup, quand il y avait en France, c'était. Mais nous on n'est pas tellement exposé sur la partie industrie et ingénierie en France, on est beaucoup plus sur d'autres pays comme l'Italie par exemple, comme la Belgique, comme la Chine, etc. Et ben quand on était tous confinés avec les entreprises, je pense qu'en France c'était pareil, non essentielles, plus de mission, fermées, voilà, bah forcément quand tu fais des contrôles de production, bah tu peux continuer chez toi, quoi, ça marche pas. Voilà. Donc en fait dans le Covid, effectivement, il y a certains qui ont plutôt souffert. La partie IT digitale, au contraire, elle a grandi, elle a poussé, elle a poussé beaucoup. Donc 2020, 2021, 2022, voilà des belles années en quelque sorte. 2023, 2024, plusieurs contextes, voilà, aussi sociopolitiques, globaux, crise de l'énergie, les prix, l'inflation, les guerres, plusieurs malheureusement en ce moment à différents endroits. Donc c'est vrai qu'on vit un moment dans lequel effectivement il y a une insécurité au sens presque tout peut arriver, voilà, un jour sur l'autre, une pandémie mondiale qui nous paralyse tous comme dans un film de science-fiction, tout comme des sujets effectivement qui peuvent voilà. Donc ça c'est, je pense qu'on a entendu ce discours 150 fois et très souvent. Moi en fait, j'ai souvent un discours différent avec mes équipes et moi, pas que moi, mais nous en fait à l'interne, on a un discours différent. Mon discours, c'est aujourd'hui le marché du conseil à l'échelle mondiale fait grosso modo, voilà, en plus en moins, 1000 milliards d'euros. Voilà. Mantoux on ambitionne, on va probablement y arriver à notre premier milliard cette année. Oui. Voilà, et Amaris Consulting, grosso modo, un demi-milliard, un peu plus là-dessus, dans ces ordres de grandeur. Donc, si on fait des maths vraiment très simples, donc Mantoux représente un peu moins que 0,1% du chiffre d'affaires mondial et Amaris la moitié. Donc en fait, comme on ne sature pas le marché, loin de là, voilà, et comme on a encore plein de trucs à construire, en fait il y a une approche qui est très pragmatique chez nous et qu'on essaie de transmettre aussi à toutes nos équipes. Il y a jamais on a été fondé en 2007. Alors moi, je n'étais pas chez Amaris, mais auparavant, en 2007, je démarrais ma carrière aussi en tant que manager. Et moi, je faisais de l'industrie. Et donc, c'était la crise des primes, voilà, avec l'automobile qui était, voilà, à Turin, je me rappelle, quand on allait chez des clients pour faire de la prospe, on avait les syndicats qui faisaient barrage au barreau, là, qui nous empêchaient de rentrer, parce que maintenant, les entreprises licenciaient leurs employés,
Mais les équipes achats, en fait, derrière, voulaient prendre des services de conseil. De conseil. Et du coup, des fois, c'était un peu C'était secoué un peu. Ouais, c'était pas, voilà. Donc, pour dire que Amaris a été fondé dans ces années. Donc, en fait, quand le marché vit des moments de pétillant, de croissance, etc. Pour le coup, il y a des budgets, il y a des initiatives, il y a des budgets partout. Bah, le marché du conseil fait de la croissance, bien sûr, naturellement. Quand il y a des moments plus difficiles et plus de crise, c'est également un moment avec riche en opportunités. Parce qu'en fait, les entreprises se posent des questions, les entreprises veulent transformer leur façon de faire, de penser. Des fois, c'est pour ils recherchent des économies. Des fois, ils cherchent à optimiser leur façon de faire les choses historiques, voilà, pour se disrupter, etc. Et c'est là, en fait, nos métiers, à la base, c'est d'apporter ça. Et quand on a la possibilité et la chance, et on s'est mis dans les situations de pouvoir le faire, d'accompagner plusieurs clients sur plusieurs secteurs industriels qui ont des habitudes, des méthodes différentes, ça fait partie de notre travail aussi en fait, de pousser cette cross-fertilisation, cette synergie entre qu'est-ce qui se passe dans le monde de la pharma, est-ce qu'il n'y a pas des choses, des méthodologies, des habitudes qui peuvent être appliquées au monde du retail, etc. Donc, moi je suis vraiment convaincu que on a la chance effectivement de ne pas travailler comme les boîtes de produits sur un créneau, sur un produit, sur un secteur. Et donc, la différenciation déjà géographique, voilà, le fait qu'on est aux quatre coins du monde, la différenciation sectorielle qui fait que les cycles, en quelque sorte, sinusoïdales que chaque, secteur marché peut avoir, effectivement. Les hauts et les bas, c'est normal, c'est humain. Et ça fait partie des cycles de l'économie. Et en plus, les différents métiers qu'on peut nous développer au sein d'un même client, que ce soit sur les systèmes d'info, des sujets plus organisationnels, stratégiques, leurs produits, la logistique, etc. Je pense qu'on a tellement de choses à faire. Le secret, c'est, à mon avis, très souvent, c'est un conseil que on donne beaucoup en interne, c'est dire il n'y a pas d'opportunité parce que je suis allé voir. J'ai discuté avec 1, 2, 3, 4, 10, 30 personnes chez un grand compte. Et si par 30 fois, 30 personnes me disent il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de budget, alors j'ai tendance à y croire. Mais si jamais, en fait, je vais une fois, je fais 2 rendez-vous chez un client, et puis le manager revient et me dit non, il n'y a pas de business. Je dis écoute, mais. Tu retournes. Ils sont combien sur le site? 1500. D'accord. Donc, t'as vu combien de personnes? 2. Écoute, je pense que l'échantillonnage statistique n'est pas représentatif. Donc, on a humainement un peu la tendance, et c'est humain aussi, à se dire, voilà, on attend les journaux, la radio, la télé, des fois, etc. On a 2-3 interlocuteurs, stakeholders qui nous donnent des fois une image un peu peut-être. Et on conclut trop vite. Et on conclut trop vite. Donc, le succès, c'est quand on fait nos métiers, notre métier, c'est un métier de terrain. Quand on parle avec les clients, quand on parle avec les candidats, quand on parle avec des confrères, voilà, très intéressant aussi. Je trouve très riche la démarche. Et du coup, on trouve toujours des opportunités, on trouve toujours la façon de se réinventer ou inventer même sur les secteurs qui peuvent être en difficulté. Donc je pense qu'en connectant ces 2 éléments, c'est un message que j'ai vraiment envie de transmettre, de passer soit à nos équipes, soit en général à ceux qui travaillent dans cet écosystème, parce que je pense que voilà, il y a de tout et on a la chance de travailler vraiment sur un monde qui est très très différent, avec énormément de places disponibles. Et donc, voilà, j'ai une vision qui est vraiment très, très optimiste là-dessus. Ouais, donc contexte global pas facile sur 2023-2024, mais opportunité forte quand même. Mais il faut être terrain. Dans plein de secteurs. Il faut être terrain, il faut passer le moins de temps possible au bureau. Il faut passer du temps chez les clients, il faut passer du temps en parlant avec des gens. Et c'est qu'en faisant ça, en rapprochant, connecting the dots, en rapprochant les idées, qu'on peut aussi, même là, dans les pays qui peuvent souffrir un peu plus de crise, un peu plus de moments de difficulté, c'est là où on a toujours en fait une start-up qui arrive et qui disrupte le marché et qui a du coup des besoins un peu différents. Il y a toujours un sujet. Mais il suffit d'être au terrain et d'avoir vraiment une série de capteurs en quelque sorte qui font que on est capable d'adapter où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec nos équipes de consultants, nos delivery aussi qui vivent le quotidien des projets, qui vivent le marché et qui sont des antennes fantastiques en fait pour vraiment avoir la vraie bonne température
C'est pour ça qu'en fait, au sein de les entreprises qui mieux réussissent, c'est celles dans lesquelles la communication interne entre les différents fonctions, rôles et équipes fonctionne. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que notre métier, au-delà de la compétence technique fonctionnelle et de la réalisation projet, c'est les soft même skills, si très souvent, voilà, beaucoup d'entre nous, on est des ingénieurs, etc. Mais en fait, c'est vraiment la communication, l'accompagnement, l'écoute. Et l'écoute de nos clients, c'est la base de l'existence du marché du conseil. Ok. Et je voulais revenir sur l'IA, qui est un sujet en boom. Et bon, étant donné que historiquement vous êtes très conseiller IT, vous devez aussi être vraiment sur ce créneau-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi est-ce que tu as l'impression d'avoir des résultats concrets sur des missions clients où vous arrivez à lancer des use cases IA qui marchent très bien? Ou est-ce que pour le moment ça reste encore à l'initiative de POC, c'est-à-dire on en parle beaucoup, il y a beaucoup de paillettes marketing, mais derrière pas beaucoup de résultats. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Il y a un peu des deux. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'on parle d'IA avec nos clients? C'est tous les jours. Voilà, tous les jours, soit parce que le client pose des questions, soit parce que nous on pose le sujet sur la table et on essaie de partager avec eux nos retours d'expérience, ce qu'on a fait pour nous-mêmes. Hein, on reviendra par et avec d'autres. Donc, on a à la fois des clients qui ont une vision très très claire et ont déjà franchi des steps de réflexion sur les sujets IA très très matures, avec des clients importants pour le groupe du style Bouygues, Nestlé, etc. Avec ces gros clients, on a des discussions déjà depuis plusieurs mois sur lesquelles comment on implémente, comment on transforme notre façon de délivrer nos services et nos projets avec eux, comment dans le temps le client va nous mesurer également sur des gains de productivité ou des efficiences faites, réalisées grâce aussi à des outils IA sur lesquels on va travailler avec nos équipes, qu'on va injecter sur notre façon de faire plus classique en quelque sorte. Et donc là, on est vraiment challengé. Il y a des gros clients qui appellent tous leurs prestataires et disent bon les gars, voilà, c'est quoi votre plan? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Parce que si vous n'avez pas un plan là-dessus, à T plus 2-3 ans, probablement vous serez out, quoi. Oui. Donc là, il y a des gens qui ont vraiment, voilà. Et puis, tu veux dire des départements achats, de clients. Exactement. Ouais. Achat. Il faut une stratégie IA, sinon c'est pas rassurant. Donc vas-y, parce que peut-être il y en a un d'entre nous, ça peut être nous comme d'autres, qu'on a pris le dessus et du coup on a posé un plan pour dire tiens, voilà comment on peut transformer tout ce qu'on fait avec vous et comment ça peut être demain, voilà. Oui. Et du coup, des fois, ils prennent conscience. Ils disent ah oui, quand même, d'accord. Tu sais quoi, je vais demander à tous les autres aussi, forcément, pour voir leur approche, etc. Donc, il y a certains qui sont très, très matures là-dessus. D'autres qui font encore barrage et blocage. Je ne sais pas les noms, mais il y en a des grands groupes, effectivement, qui continuent à prohibir l'utilisation à leurs employés qui ne veulent pas. Qui font vraiment barrage. C'est souvent sur des sujets de confidentialité, de risque, de crainte, de fuite d'infos, etc. Et c'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, il y a des façons d'adresser les problèmes, les sujets. Mais voilà, il y a certains qui sont là-dedans. Donc ça dépend un petit peu, effectivement. On a, en fait, chez nous, on a développé, depuis 2023, début 2023, on a commencé à lancer beaucoup d'initiatives en interne qui ont également, en quelque sorte, on a fait d'ailleurs les tests sur nous, essentiellement, avant de mettre en place aussi une sorte de de cellules effectivement dédiées qui va également transformer les clients ou proposer solutions clients. On a en interne, on a activé plus d'une 50aine de open house sessions dans laquelle en fait au début, je dirais alimenté top down, par des initiatives, des use cases que nous-mêmes on avait qu'on présentait. En fait, tous les employés de la boîte étaient invités. Peu importe où ils étaient, etc. Et le type de fonction. Et puis petit à petit, ça s'est enchaîné avec chacun de son côté, dans son département, la finance, le delivery, le marketing, le bid, etc. Et ils avaient des use cases, donc on les validait, on les partageait, et dans les sessions suivantes, ils venaient et ils présentaient eux-mêmes leur session. C'est un partage d'opportunités. C'est des Rex clients ou c'est plutôt des initiatives internes à Mantoue? C'est les deux. Au début, c'était des initiatives internes et puis petit à petit, en fait, des initiatives qu'on avait aussi implémentées depuis chez des clients, qui revenaient aussi du coup pour donner aussi. Des fois, c'était pour rendre plus efficient des processus internes chez nous. Et des fois, c'était pour donner des initiatives, des idées aux équipes delivery, aux consultants, aux managers, pour tiens, ce qu'on a fait avec ce client, refais-le, ou regarde si
ça dit quelque déclenche chose. quelque chose. Exactement. Ouais. Voilà. On a mis en place une task force aussi, une task force IA, qui, capitalisant sur ces sujets-là, à la fois piloter et driver un peu plus de manière structurée la transformation en interne sur l'adoption, qui est toujours un challenge, hein, ça l'est toujours, hein, parce qu'on a ceux qui y vont tout de suite, bam, d'un coup, et qui captent le sujet, qui du coup ça devient naturel. Aujourd'hui, ils l'ont plus. Limite, ils sont en difficulté, ils savent plus trop faire, quoi. Voilà. Et d'autres qui sont toujours un peu résistants et tout, donc voilà, même sur des choses basiques. Et puis cette task force, en fait, pareil, nous a accompagnés également dans la partie initiale avec nos managers sur les rendez-vous clients. Voilà. Sur la découverte, sur de la sensibilisation aux clients, sur leur montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire. Des fois, ils étaient très avancés, ils avaient des longueurs d'avance par rapport à nous. Et des fois, en fait, vraiment, on faisait une sorte d'évangélisation pour répondre à des questions de base sur effectivement les doutes, les craintes, la confidentialité, comment je fais, etc. Et puis, par exemple, voilà, donc on a un centre d'excellence Data IA qui existait déjà avant, hein, mais qui avait déjà avant 2023, je veux dire, qui existait depuis plusieurs années, et que eux, en fait, ils avaient déjà embarqué forcément dans leur quotidien beaucoup de sujets IA sur leurs clients. Et donc voilà, on a fait par exemple un modèle basé sur des métadonnées pour une maison de distribution de contenu belge, voilà. D'accord. Un broadcaster, je sais pas comment dire en français. Si, c'est ça. Voilà, un broadcaster belge pour, en fait, sur la base des données recueillies en algorithme d'IA, pour suggérer effectivement des contenus à l'audience un peu style Netflix. Voilà, ça c'est un projet qu'on a mené avec eux, ça fait déjà quelques temps. Mais voilà. Et puis on a mis en place en fait par pays, par gros pays, par région, des IA champions, voilà, chez nous. Donc c'est des gens qui ont un côté technique à la fois, mais également un peu commercial, un peu client facing, qui sont ceux qui animent des séances de formation et d'animation à nos équipes de managers de sales delivery sur les régions, et également des POC chez les clients. D'accord. Mais ça prend bien. Et surtout, quand on montre des choses qu'on a implémentées pour nous-mêmes, qui marchent, le client, très souvent, ils disent « Ah oui ». Et justement, tu as un exemple d'initiative interne qui utilise l'IA, qui a dopé la productivité ou autre? En fait, on a mis en place Mantou OpenAI. Voilà. Donc, en fait, on a fait notre propre ChatGPT voilà, à l'interne. Donc, c'est sur la base d'un moteur ChatGPT, effectivement, qu'on a sécurisé sur nos systèmes et sur notre architecture à l'interne. Du coup, on peut y mettre toutes les données. On y met d'ailleurs les données de la boîte, sensibles, etc. Et ça permet de faire 150 milliards de choses, parce qu'à la fois, ça se nourrit de la partie web, en quelque sorte, comme un GPT, mais ça se nourrit aussi en fait de notre propre document, data qu'on va alimenter. Par exemple, notre équipe BID, voilà, notre équipe pre-sales avant-vente, en fait, on a construit notre bot qui est dédié à ça, dans lequel on met tous les appels d'offres, voilà, centaines d'appels d'offres. On met toutes les réponses aux appels d'offres, toutes les propales qu'on a fait, réalisées, produites et du coup écrites, effectivement, on les met dessus. Et en fait, avec cet outil, on commence à avoir des propositions des propales. Quand on en reçoit un nouvel RFI, RFP, RFQ qui tombe dedans, et en fait, l'outil va commencer à te proposer un draft, un template, qui est certainement pas bon, voilà, pas parfait, etc. Mais 60%, 70%, parce qu'il va capter effectivement des propales similaires sur un secteur client, sur des thématiques ou des problématiques similaires. Et donc, ça accélère vachement voilà. Donc, Mantou OpenAI, c'est une première initiative sécurisée qui répond beaucoup aux craintes de mes données. Même des clients. J'ai pas envie de les mettre effectivement là-dessus. AI Mantou. Voilà. Donc, AI Mantou, en fait, c'est un chatbot qui permet à tous les employés du groupe d'échanger et discuter avec le board. C'est-à-dire qu'en fait, AI Mantou a été entraîné, avec différents sujets sur la culture de l'entreprise, notre ADN, la formation, le pourquoi de certains choix, notre histoire, etc. Et donc, en fait, en discutant, en échangeant avec AI Mantou, les employés peuvent aussi, en quelque sorte, s'approprier de certains éléments, comme s'ils discutaient avec quelqu'un du top management de l'entreprise qui connaît le groupe depuis son début, etc. Et même les décisions structurantes, récentes, ils arrivent à les avoir?
Vous arrivez à les alimenter même avec des décisions récentes de. Oui, alors je sais plus à quelle fréquence effectivement on fait ça. Je saurais pas te dire. L'idée intéressante. Je sais pas te dire, mais si effectivement, voilà, de manière continue, etc. Et puis il y en a une très très intéressante effectivement qu'on appelle Ask Odin. Odin comme le dieu, tu vois, des cultures nordiques, voilà, qui est entre autres le dieu du savoir. En fait, Odin, c'est une application interne, c'est notre Wikipédia interne, qui détient toutes les procédures, tous les process. HR, légal, finance, voilà, toutes les pays, les régions, les entités, en fait, voilà. Et avant, on a ces Wikipédia dans lesquels il fallait chercher dans les pages, voilà. Sûr, oui. Et donc, Ask Odin, c'est l'interface chatbot à notre knowledge management outil qui permet effectivement d'aller là-bas. Tu poses une question, comment ça fonctionne, le processus du career path là, comment j'envoie un employé du pays A au pays B, c'est quoi les steps, qui je dois solliciter dans l'international mobility, c'est quoi la fiche navette à remplir pour décrire le besoin, voilà. Et donc Ask Odin, ça permet effectivement de donner des réponses à tout ça. Et ça qu'on a fait pour nous-mêmes, en fait, ce qui accélère et facilite pas mal la vie de nos équipes, hein, voilà. C'est des exemples fantastiques qu'on peut aussi montrer physiquement aux clients qui disent, ah oui, tiens. Oui, donc sur la partie bot, sans me parler après sur l'accélération sur du dev, forcément pour les développeurs, il y a plein d'applications. Il y a plein de choses. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça pourrait améliorer le ratio nombre de missions par consultant? Est-ce qu'un consultant peut d'ores et déjà délivrer plus de missions grâce à l'IA que ce qu'il faisait avant? Alors moi je pense que toutes les fonctions de l'entreprise, consultant inclus, manager inclus ou toute autre fonction. Nous, on parle beaucoup en interne de le consultant augmenté, le manager augmenté. En fait, ça va permettre à tout le monde de implémenter sa propre fonction, son propre rôle, avec soit un aide à faire des choses plus vite, soit un aide à faire des choses mieux, des éléments à basse valeur ajoutée sur lesquels je vais aller plus vite, plus rapide, avec plus d'infos, etc. Moi, je ne crois pas du tout à la substitution. Parce qu'on le voit, je pense que vous aussi vous l'utilisez, vous travaillez énormément tous les jours, donc des fois il y a des réponses qu'il faut vraiment faire gaffe. C'est des sujets de maths de base qui est toujours étonnant, donc il faut vraiment faire attention. Et donc en fait le point de vue humain, l'arbitrage de l'humain sur ce qui est le rendu, c'est toujours hyper important. Je crois pas, en tout cas à aujourd'hui, je ne vois pas autrement. Et donc, on croit beaucoup aux consultants augmentés, aux managers augmentés, dans le fait de faire, accélérer, faire mieux, faire plus vite, et pouvoir se libérer du temps, du coup, pour soit faire des choses en plus, soit, travailler sur des sujets à plus haute valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Et quand chacun de nous a plus de temps, il peut effectivement soit y avoir plus d'émissions, plus de projets que j'arrive à développer je peux libérer du temps pour du coaching. Je peux du temps pour faire un module de formation que je vais animer avec des jeunes dans mes équipes. Il y a plein de sujets. Mais si, en tout cas, je pense que aujourd'hui, le fait de se dire on n'y va pas, ou alors je refuse, ou j'y vais pas, je pense que c'est un choix qui est pas possible. Parce que sinon, on se fera éjecter. Non pas parce que l'IA prend notre place, mais parce qu'en fait, je pense que aujourd'hui, un garçon de 10 ans, 12 ans qui fait ses recherches à l'école pour les études, etc., sans utiliser Internet ou Google, ça n'existe pas. Moi, je me rappelle très bien ce que je faisais à l'époque quand j'avais 10 ou 12 ans. Je descendais chez ma grand-mère qui habitait à l'étage en bas. Elle avait une bibliothèque énorme avec une encyclopédie de malade avec 150 tomes. Et j'ai passé les après-midi chez ma grand-mère en prenant les tomes poussiéreux avec une odeur magnifique, à prendre des notes. Et après, je remontais chez moi pour les écrire. Voilà, donc... Est-ce que je demanderais à mon fils aujourd'hui de faire ses devoirs à l'école avec une encyclopédie? Voilà, c'est peut-être un petit côté romantique ou très sympa, très intéressant, mais je pense que jamais de la vie, j'imaginerais de dire non, tu n'utilises pas Google, tu vas pas sur Internet, quoi. Donc c'est un peu le même principe, je pense. Ok, ouais, il faut être à la page. Exactement. Non, très bien. Et pour conclure, est-ce que c'est quoi les prochaines étapes pour Amaris, là, les prochains gros enjeux sur la prochaine année? Tu parlais peut-être, alors à voir si t'es Amaris ou Mantoue, mais d'une ouverture au Pérou. Est-ce qu'il y a d'autres gros challenges là à venir? Écoute, alors les challenges, il y en a beaucoup, on s'arrête jamais, effectivement. Donc c'est pour ça que notre travail aussi est très passionnant. Aujourd'hui, on est plein dedans. Ça fait déjà 4-5 années en fait qu'on est dans
dans une phase de transformation et industrialisation profonde, en fait, au sein de l'entreprise, dans lesquelles, en fait, on crée de plus en plus du delivery structuré. On a de plus en plus la possibilité, la capacité, la compétence de prendre des projets, des gros deals structurés qu'on produit, en fait, dans nos pays, à côté de nos clients, mais également en mode nearshorisé, offshorisé, avec également une couche d'expertise très puissante qui se forme avec une notion d'excellence, qui deviennent des spécialistes sur des domaines spécifiques, etc. Donc avec toute cette transformation du modèle, celui du manager du début, un peu entrepreneur qui au sein de l'entreprise réaliser un petit peu toutes les fonctions, le développement commercial, le recrutement, le management, le delivery, etc. avec ses équipes supportées par ses équipes d'ingénieurs consultants, à un modèle aussi évidemment plus structuré et complexe là-dessus. Donc ça, c'est un de nos enjeux fondamentaux, connecté aussi avec un gros enjeu qu'on a de structurer encore mieux et encore plus professionnaliser notre couche de account management. En fait, on a des belles références. Voilà, on fait des choses vraiment très sympas avec des clients, des gros clients qui sont un peu partout. Et donc, on va encore plus dans le fait de activer et faire résonner des synergies entre pays, entre services, entre pays, entre services sur des clients qui sont clients un peu aux quatre coins du monde. Les account managers, c'est des rôles plus récents Écoute, on commence à voir, ça fait quelques années déjà, effectivement, on commence à voir aussi des gammes en propre, qui font en fonction principale un rôle de gamme pour un ou deux comptes, ou des fois des gammes en fait sectorielles sur un secteur métier industriel, plus spécifique. Mais oui, c'est quelque chose qui est apparu, s'est développé plus fortement dans les derniers 3-4 ans, effectivement. Et donc ça c'est un de nos enjeux essentiels. Ce qui va aussi nous accompagner, effectivement, notre ambition qui est structurer la boîte pour arriver à une taille de 10 000, 15 000 personnes assez rapidement. Voilà. Et d'ailleurs, je profite effectivement, c'est la raison pour laquelle aussi on a accueilli dans la boîte aujourd'hui un co-CEO. Ça, je ne sais pas si je savais. Peut-être. On a parlé rapidement. En discussion, peut-être. Effectivement. Donc, en fait, il y a au mois de juillet, il y a effectivement Renaud Montagne qui nous a rejoint. Renaud qui a une expérience effectivement très importante, 25 ans dans le métier en France, sur des grands groupes, etc. Et donc, il a déjà vécu et piloté des boîtes en fait qui font la taille d'Amaris, mais sur un pays, voilà, sur la France. Ça a une grosse compétence d'ailleurs sur la France. Et du coup, il a cette expérience dans la industrialisation, dans la transformation des modèles d'organisation. Que nous, on y est plein dedans, en fait. Je peux dire, on vient de commencer, ça fait quelques temps, mais voilà. Et donc, en fait, quand on s'est rencontrés, on a eu l'occasion de se connaître au mois de juin, effectivement. Et donc, on a senti tout de suite une belle complémentarité entre sa vision, son expérience, son parcours, et la nôtre, la mienne, en l'occurrence, la nôtre, en termes de international, croissance organique, création from scratch, très très bon à passer de 0 à 300 sur un pays, etc. Et donc une excellente aussi connexion humaine parce que pour co-diriger une entreprise, il vaut mieux avoir un beau feeling et être aligné. Espérance que, comme je te disais, j'avais déjà vécu auparavant sur l'Italie dans les premières années de l'expérience chez Amaris. Et donc, effectivement, voilà. Donc, Renaud, il est arrivé. C'est aussi un témoignage aussi fort dans notre direction là-dessus. Oui. Et voilà. Donc, continuer dans ça. Les pays, oui, on en ouvre. Fut un temps, surtout dans les premières années, on avait vraiment une course, course à l'ouverture des pays, nouveaux bureaux, etc. D'ailleurs, au début, c'était quasiment essentiellement la seule chose sur laquelle on communiquait, presque. Chaque année, allez, on a lancé 3 pays, 5 bureaux, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on le fait de manière beaucoup plus fine, passe-moi le terme. On est déjà tellement partout que déjà d'aller bien développer toutes les opportunités et suivre tous les clients qu'on a eu déjà l'occasion avec qui de marrer notre aventure partout dans le monde, c'est déjà un challenge énorme. Mais effectivement, notamment pour des sujets de stratégique, effectivement, on suit des clients ou des opportunités qui sortent, on se prive pas. Voilà, on se prive pas d'ouvrir des pays. Tout comme d'ailleurs des acquisitions, effectivement. Donc, on a bien dit que la croissance organique est notre ADN, représente notre ADN essentiel. Mais il est vrai aussi qu'on a fait des acquisitions dans le temps. Donc, cette année d'ailleurs, on a les équipes de Solane qui nous ont rejoints. Ça permet aussi on a Amarisact qui est l'ancien HRMS Consulting qu'on avait racheté en 2018. Donc Solane est spécialisé dans la gestion documentaire, donc solution EIM en fait. Donc ils accompagnent les clients
d'ailleurs dans le monde public et défense, ce qui nous donne une porte d'entrée aussi à ce secteur qui était un peu moins historique que chez nous en France. Et voilà, donc c'est leur métier. Ils ont rejoint les équipes d'Amaris courant cette année. Et puis Amarisac, il y a un centre d'excellence, effectivement. Leur spécialité depuis toujours, c'est les projets SIRH. Voilà. Donc, soit la phase sur les process, le conseil en fait aux clients et l'implémentation des solutions système d'info sur des différentes solutions RH. Donc, dans les enjeux, on a vraiment cette focus sur la compétence, l'expertise, la verticalité sur certains sujets. Le fait de structurer l'entreprise pour suivre les clients encore mieux, encore plus fort sur des deals de plus en plus importants et avec une vraie capacité à prendre des projets en propre comme on le fait déjà depuis quelques temps. Pousser certainement plus qu'il y a des nouveaux pays, en fait, la partie acquisition. C'est quelque chose sur laquelle on va aussi se focaliser de plus en plus. On a pas mal de dossiers en cours qui vont soit complémenter notre offre avec des éléments puissants qui vont nous donner du coup un atout, un avantage, un positionnement client encore plus pertinent et important, soit potentiellement aussi qui vont nous permettre de rentrer sur des zones géographiques des pays dans lesquelles soit on n'est pas présent ou pas encore de manière très, très importante. Ok. Voilà. Non, mais très bien. Merci beaucoup, Federico, pour la discussion. Merci à toi, Et c'était très intéressant. Écoute, au plaisir de se revoir, soit sur un futur podcast ou ailleurs. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je peux comprendre que tu voyageais beaucoup. Je voyage pas mal. Et t'es le bienvenu aussi. Si tu veux venir visiter dans nos locaux, que ce soit en Italie ou ailleurs, t'es le bienvenu aussi avec tes équipes. Bon, merci. À bientôt. Beaucoup.